La prochaine guerre commerciale mondiale ne se joue ni avec des tarifs, ni avec des navires, ni avec des semi-conducteurs. Alors que Washington discute d'inflation et que Pékin accumule de la technologie, une autre bataille, plus lente et moins visible, se déroule déjà dans le sol africain, avec des effets mesurables. Pourquoi une décision prise sous la direction d'Ibrahim Traoré devrait-elle compter pour ceux qui pensent que le pouvoir mondial reste l'apanage des grandes économies industrielles? Parce que ce qui pousse ici n'est pas seulement une culture, mais une nouvelle forme de levier stratégique. Cette analyse promet une chose précise: expliquer comment une politique agricole apparemment technique est devenue un instrument de pouvoir lisible à l'échelle mondiale. Pour le spectateur, l'enjeu est clair: comprendre en 10 minutes de lecture ce que beaucoup de gouvernements n'ont vu qu'après coup. L'histoire qui suit ne cherche pas à célébrer ni à condamner, mais à décortiquer un mécanisme, étape par étape, depuis ses intentions initiales jusqu'à ses répercussions géopolitiques. Car derrière les chiffres de production, les hectares irrigués et les contrats commerciaux se cache une question plus large: qui contrôle réellement les chaînes vitales dans un monde soumis aux pénuries, à l'inflation et au stress climatique? Ce dossier montre pourquoi l'agriculture, longtemps traitée comme un secteur secondaire, peut devenir un levier stratégique comparable à l'énergie ou aux matières premières. Il met aussi en lumière les risques, les tensions internes et les réactions extérieures qu'un tel choix déclenche presque mécaniquement. À mesure que le récit avance, une interrogation restera en suspens. Ce modèle est-il une exception locale ou le signal précoce d'un réalignement plus vaste? La réponse ne se trouve pas dans les slogans, mais dans la séquence des faits. Dès la fin de l'année 2025, un chiffre a commencé à circuler discrètement dans les cercles agricoles régionaux. Plus de 500 000 acres avaient été réaffectés à une seule culture stratégique. Ce volume, inhabituel pour un pays enclavé et soumis à de fortes contraintes climatiques, signalait que quelque chose de plus ambitieux qu'une simple réforme alimentaire était en cours sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette inflexion, il faut revenir à la genèse du projet. À première lecture, le document interne baptisé Première Indian Economic Tabatisé, première de souveraineté de la banane, ressemblait à un plan classique de stabilisation des prix et de réduction des importations. Le Burkina Faso, historiquement exposé aux chocs d'offres et à l'insécurité alimentaire, y apparaissait comme un cas presque scolaire de politique de résilience. Mais le raisonnement sous-jacent rompait avec cette logique défensive. L'agriculture n'y était pas décrite comme un filet de sécurité, mais comme une infrastructure stratégique, au même que l'énergie ou les transports. Dans cette approche, contrôler l'approvisionnement revenait à structurer le rapport de force. Les terres agricoles devenaient un actif, les rendements une variable de négociation et les excédents potentiels une monnaie d'échange. Sous Ibrahim Traoré, cette lecture a transformé une question de survie en une question de levier. Le choix de la banane n'était pas anodin. Produit fortement demandé, sensible aux variations climatiques et central dans les chaînes d'importation mondiales, il offrait une visibilité immédiate sur les marchés régionaux. Cette orientation s'inscrivait aussi dans un contexte plus large. À l'échelle mondiale, la volatilité des prix alimentaires s'accentuait, tandis que les restrictions commerciales et les perturbations logistiques fragilisaient les modèles établis. Dans ce cadre, une stratégie agricole coordonnée prenait une dimension nouvelle. Ce qui semblait marginal devenait lisible, et ce signal initial allait bientôt produire des effets bien au-delà des frontières nationales. Sur le terrain, la transformation n'a pas d'abord été perçue comme une stratégie géopolitique, mais comme un changement concret dans le rythme de la vie quotidienne. Dans plusieurs communes rurales de l'ouest du pays, des zones autrefois marquées par l'émigration saisonnière et l'incertitude ont commencé à se structurer autour de nouvelles coopératives agricoles.
Les familles déplacées par l'insécurité ont été réinstallées sur des parcelles organisées, avec un accès encadré à l'eau, à la formation et à des débouchés garantis. Un agronome local, impliqué dans les premières phases du programme, décrivait ce basculement comme un passage de la survie à la planification. Les agriculteurs ne travaillaient plus uniquement pour couvrir leurs besoins immédiats, mais pour répondre à des objectifs de rendement définis à l'avance. Cette logique a modifié les comportements, investissement dans les sols, entretien des infrastructures, coordination entre producteurs. Dans certaines zones, les marchés hebdomadaires ont changé de physionomie. Les flux sont devenus plus réguliers, les prix moins erratiques et la disponibilité des produits plus prévisibles. Les premiers effets sociaux ont suivi rapidement. Des emplois agricoles stables ont émergé là où dominait auparavant l'orpaillage informel ou l'exode temporaire. Des femmes se sont regroupées en unités de transformation, produisant farine, aliments infantiles et emballages biodégradables. Ces activités, encore modestes, ont introduit une valeur ajoutée locale qui n'existait pas auparavant. Ces évolutions précoces ne garantissaient pas le succès à long terme du projet, mais elles rendaient une chose tangible. La politique agricole cessait d'être abstraite. Elle s'inscrivait dans des trajectoires individuelles et collectives, visibles et mesurables. Le véritable enjeu n'était plus seulement de produire davantage, mais de redéfinir ce que signifiait la stabilité. Le basculement décisif s'est produit lorsque la politique est passée du papier au terrain. À partir du début de l'année 2025, les orientations définies dans les bureaux gouvernementaux ont été traduites en allocations foncières concrètes, couvrant plus de 500 000 acres répartis entre les zones humides du sud-ouest et les plaines nouvellement irriguées autour du bassin de la Volta. Cette étape a marqué l'activation réelle du projet. L'agriculture cessait d'être un secteur diffus pour devenir un dispositif coordonné, avec des objectifs, un calendrier et des moyens clairement identifiés. L'investissement initial, estimé à environ 90 millions de dollars, a constitué la seconde critique. Contrairement aux programmes antérieurs largement dépendants de l'aide extérieure, le financement provenait d'un mélange de réserves publiques, de revenus miniers réorientés et d'instruments régionaux. Ce choix a limité l'exposition immédiate aux conditionnalités classiques et a renforcé la cohérence interne du projet. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette autonomie financière était considérée comme un prérequis, non comme un luxe. La montée en puissance s'est accélérée avec le déploiement d'infrastructures d'irrigation à énergie solaire. Plus de 200 unités ont été installées, réduisant sensiblement les coûts opérationnels par rapport au système diesel traditionnel. Cette décision technique a eu des effets en cascade. Baisse des charges pour les coopératives, prévisibilité accrue des rendements et amélioration de la résilience face aux fluctuations énergétiques. Les projections faisaient état de rendements annuels compris entre 38 et 42 tonnes par hectare, signalant une capacité de production bien supérieure aux standards de subsistance. À mesure que les premières récoltes ont été sécurisées, la stratégie a franchi un seuil symbolique. Les exportations pilotes vers les pays voisins, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont introduit le produit burkinabé sur des marchés régionaux déjà structurés. Les volumes restaient modestes, mais les prix pratiqués, inférieurs de 12 à 15% aux moyennes latino-américaines, même après transport, ont attiré l'attention des acheteurs. Cette différence n'était pas marginale. Elle signalait une compétitivité nouvelle, difficile à ignorer. Les répercussions ne se sont pas fait attendre. Des estimations relayées dans des forums agricoles régionaux ont commencé à évoquer la possibilité que l'Afrique de l'Ouest capte à moyen terme une part significative des importations asiatiques de fruits tropicaux.
Des protocoles d'accords préliminaires ont suivi, engageant des importateurs d'Asie du Sud-Est sur des contrats pilotes assortis de clauses d'expansion rapide. Pour un pays enclavé, cette dynamique commerciale représentait une rupture historique. C'est à ce moment que la séquence a changé de nature. Ce qui avait été conçu comme une politique alimentaire est devenu un signal stratégique. Les réactions, d'abord techniques et feutrées, ont commencé à s'accumuler dans les capitales étrangères. Sous Ibrahim Traoré, la lecture était claire. Le projet venait de dépasser le stade expérimental. La question n'était plus de savoir s'il fonctionnerait localement, mais comment le système international allait y répondre. Au départ, le point de référence était clair et largement documenté. Une agriculture fragmentée, dépendante des importations, exposée aux chocs climatiques et aux fluctuations des prix mondiaux. Dans ce cadre initial, la production nationale couvrait difficilement les besoins intérieurs et la volatilité alimentaire pesaient directement sur les ménages urbains et ruraux. En moins de 12 mois, plusieurs indicateurs ont commencé à diverger nettement de cette ligne de base. Le premier écart mesurable concerne les coûts de production. Le remplacement progressif des systèmes d'irrigation diesel par des installations solaires a entraîné une réduction estimée d'environ 35% des charges opérationnelles. Cette baisse n'était pas seulement comptable. Elle a modifié l'équation économique pour les coopératives, rendant viables des surfaces auparavant marginales et stabilisant les cycles de production. Autrement dit, la contrainte énergétique, longtemps considérée comme structurelle, a été partiellement neutralisée. Le deuxième indicateur porte sur les rendements. Les projections agronomiques associées au programme situaient la production annuelle entre 38 et 42 tonnes par hectare, un niveau nettement supérieur aux standards de subsistance régionaux. Rapporté à l'ensemble des surfaces mobilisées, ce différentiel ouvrait la perspective d'un excédent structurel. Ce surplus, même avant d'atteindre la pleine capacité, suffisait à alimenter simultanément les marchés intérieurs et des flux d'exportation ciblés. Un troisième signal est apparu du côté des prix alimentaires domestiques. Sur une période de 12 mois, la volatilité observée sur certains produits de base a reculé d'environ 18%. Cette évolution, modeste en apparence, a eu un impact direct sur le pouvoir d'achat des ménages, en particulier dans les centres urbains. La stabilité relative des prix a également réduit la pression politique associée aux pénuries, souvent déclencheuse de tensions sociales. L'emploi constitue un autre point de bascule. Les chiffres provisoires du ministère de l'Agriculture faisaient état d'une augmentation d'environ 27% de l'emploi rural entre le milieu et la fin de l'année 2025. Ce chiffre ne reflétait pas seulement des créations de postes, mais un renversement de tendance après des décennies d'exode. Des travailleurs auparavant engagés dans l'orpaillage informel ou la migration saisonnière ont commencé à se réinsérer dans des activités agricoles structurées. Enfin, les flux commerciaux ont fourni un indicateur indirect mais révélateur. Les premières exportations régionales, bien que limitées en volume, se sont positionnées à des prix inférieurs de 12 à 15% aux références internationales comparables. Cet écart a attiré l'attention des acheteurs et des assureurs, déclenchant des ajustements de primes et des délais de paiement accrus. Ces réactions, souvent interprétées comme techniques, traduisaient en réalité une prise de conscience. Pris isolément, aucun de ces chiffres n'aurait suffi à redéfinir une stratégie nationale. Ensemble, ils dessinaient une trajectoire cohérente. La question centrale n'était plus de savoir si le modèle produisait des résultats, mais jusqu'où ces écarts pouvaient remodeler les rapports économiques existants. Les critiques du projet se sont rapidement structurées autour de deux arguments centraux, souvent formulés par des économistes, des environnementalistes et des observateurs internationaux. Le premier soutient qu'une stratégie fondée sur une culture dominante expose le pays à un risque de dépendance excessive.
Selon cette lecture, une chute de la demande mondiale, une maladie des cultures ou un choc climatique suffirait à fragiliser l'ensemble du modèle. L'histoire agricole mondiale offre de nombreux précédents où la spécialisation s'est retournée contre les producteurs. Le second argument met en cause la soutenabilité institutionnelle. Les détracteurs estiment qu'un programme aussi centralisé, piloté par l'État, pourrait étouffer les dynamiques locales, concentrer le pouvoir décisionnel et créer des rentes politiques. À leurs yeux, la coordination accrue masquerait une perte de flexibilité, voire une marginalisation des structures coutumières et des initiatives privées. Ces inquiétudes ont été relayées par certaines forces d'opposition et par des organisations civiles, donnant au débat une dimension interne autant qu'externe. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles touchent à des failles bien connues des politiques de développement. Pourtant, les données disponibles nuancent ce tableau. D'une part, le programme n'a pas été conçu comme une monoculture exclusive. Les documents de planification évoquent explicitement la diversification progressive et l'intégration de filières complémentaires, précisément pour éviter l'effet de dépendance. D'autre part, les structures coopératives mises en place ont conservé une autonomie opérationnelle sur les pratiques culturales et la transformation locale. Sur le plan environnemental, les autorités ont accompagné l'expansion par des mesures correctrices, notamment des initiatives de reboisement et des plafonds d'irrigation par zone. Ces mécanismes ne garantissent pas l'absence de tension, mais ils montrent que la critique a été intégrée dans l'exécution plutôt que rejetée. Enfin, l'argument institutionnel se heurte à un constat empirique. L'augmentation de l'emploi rural et la stabilisation des revenus ont renforcé à court terme l'adhésion locale. Le débat reste ouvert. Mais il ne s'agit plus d'opposer idéologie et réalité, plutôt d'évaluer un compromis en évolution. La solidité du modèle dépendra moins des intentions que de sa capacité d'ajustement. Cette phrase résume le déplacement du centre de gravité du projet au début de l'année 2026. Lorsque les réactions internationales ont commencé à dépasser les échanges techniques pour entrer dans le registre politique, le programme agricole a changé de statut. Il n'était plus évalué uniquement à l'aune de ses rendements ou de ses coûts, mais comme un précédent. Sous Ibrahim Traoré, cette prise de conscience a été assumée publiquement, sans tentative d'atténuation. La révélation centrale tient dans ce glissement. L'agriculture n'était plus un outil d'adaptation, mais un instrument de signalisation stratégique. Les retards de paiement bancaire, l'augmentation rapide des primes d'assurance et les discussions sur de nouvelles normes sanitaires ont montré que les marchés ne réagissaient pas seulement à l'offre, mais à ce qu'elle représentait. Une capacité émergente à contourner certains leviers traditionnels de pression. À ce stade, la logique du projet s'est clarifiée. Il ne s'agissait pas de provoquer une confrontation directe, mais de redéfinir les termes de la négociation. En choisissant de maintenir le cap malgré les signaux d'alerte, Ibrahim Traoré a transformé une politique sectorielle en déclaration implicite. La souveraineté alimentaire devenait un langage compréhensible par tous les acteurs, qu'ils soient commerciaux, financiers ou diplomatiques. Cette bascule a ouvert une nouvelle. Les champs restaient les mêmes, mais leur signification avait changé, et avec elle, l'échelle des conséquences à venir. À partir du moment où le projet a été perçu comme un levier stratégique, ses effets se sont déployés de manière différenciée selon les acteurs concernés. Pour l'État, la première conséquence a été un élargissement de la marge de manœuvre. La stabilisation relative des prix alimentaires et l'émergence d'excédents exportables ont réduit la vulnérabilité immédiate aux pressions extérieures. Les négociations commerciales et financières se sont inscrites dans un cadre moins asymétrique, même si les contraintes structurelles demeuraient. Du côté des entreprises et des intermédiaires économiques, le changement a été plus ambivalent.
Les coopératives locales ont bénéficié d'une visibilité accrue et de contrats à prix garanti, ce qui a facilité l'investissement et la planification. À l'inverse, certains acteurs privés, habitués à des circuits d'importation établis, ont dû s'adapter à une nouvelle configuration des flux. Cette redistribution des rôles a généré des résistances, mais aussi des opportunités inédites dans la transformation et la logistique. Pour les ménages et les travailleurs, les effets ont été les plus tangibles. La baisse de la volatilité des prix alimentaires a allégé la pression sur les budgets domestiques, tandis que l'augmentation de l'emploi rural a offert des alternatives crédibles à la migration saisonnière. Dans les zones urbaines, la disponibilité plus régulière de produits locaux a renforcé un sentiment de prévisibilité économique, rare dans un contexte marqué par des années d'incertitude. À l'échelle régionale et internationale, enfin, les répercussions ont pris la forme de recalibrage discret. Des assureurs ont ajusté leurs primes, des banques ont allongé leurs délais de conformité et des autorités sanitaires ont envisagé de nouvelles exigences. Officiellement techniques, ces mesures traduisaient une prudence accrue face à un modèle qui échappait partiellement aux cadres habituels. Sous Ibrahim Traoré, cette réaction était interprétée comme la preuve que le signal avait été reçu. Ses conséquences n'étaient ni uniformes ni définitives. Elles dessinaient un paysage en recomposition où chaque groupe devait réévaluer ses intérêts. Le projet agricole ne produisait pas seulement des volumes, il redistribuait des positions. La question n'était plus de savoir qui gagnait ou perdait immédiatement, mais comment ces ajustements allaient se stabiliser dans le temps. À court et moyen terme, l'évolution de cette stratégie peut être envisagée à travers trois scénarios distincts, chacun reposant sur des dynamiques déjà observables. Le premier, souvent qualifié de scénario de base, suppose une poursuite contrôlée de la trajectoire actuelle. Dans cette hypothèse, la production augmente progressivement, les exportations restent ciblées et les tensions internationales se stabilisent sans escalade formelle. Les ajustements réglementaires et financiers persistent, mais deviennent prévisibles. Le modèle s'installe comme un cas particulier, toléré, sans être pleinement intégré. Le scénario optimiste repose sur une consolidation interne réussie. Les infrastructures logistiques se renforcent, la diversification agricole progresse et les partenariats régionaux gagnent en densité. Dans ce cadre, les excédents alimentaires servent de socle à une intégration économique plus large, réduisant la dépendance aux importations et améliorant la résilience face aux chocs climatiques. Les réactions extérieures, confrontées à des résultats tangibles, s'orientent davantage vers la coopération que vers la dissuasion. Le projet devient alors une référence, étudiée et adaptée ailleurs. Le troisième scénario, plus défavorable, envisage une intensification des pressions, des restrictions indirectes sur les financements, les intrants agricoles ou les routes commerciales pourraient ralentir la dynamique. À cela s'ajouteraient des tensions internes liées à la gestion de l'eau, à la redistribution foncière ou à la gouvernance des coopératives. Dans ce cas, la stratégie conserverait sa portée symbolique, mais son efficacité économique serait mise à l'épreuve, exigeant des ajustements rapides. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les périodes. La variable déterminante réside dans la capacité à anticiper plutôt qu'à réagir. Penser en termes conditionnels, intégrer les signaux faibles et préserver des marges d'adaptation devient aussi crucial que la production elle-même. À ce stade, la trajectoire reste ouverte, et c'est précisément cette incertitude maîtrisée qui rend la séquence actuelle stratégique. Au-delà des débats macroéconomiques et des réactions diplomatiques, cette trajectoire pose une question plus proche du quotidien du spectateur. Elle interroge la manière dont des décisions structurelles, souvent perçues comme lointaines, finissent par modeler des réalités ordinaires. Le prix des aliments, la stabilité des revenus,
la prévisibilité du travail. Même à distance, ces mécanismes résonnent avec des expériences familières dans de nombreux pays confrontés à l'inflation et aux ruptures d'approvisionnement. Pour certains publics, l'histoire met en lumière le rôle de la planification de long terme. Là où les réponses à la crise sont souvent réactives, cette séquence montre les effets d'un choix anticipé, assumant des coûts initiaux pour réduire des vulnérabilités futures. Elle invite à réfléchir à la place accordée à l'agriculture, à l'énergie ou à l'eau dans les priorités nationales, au-delà des cycles électoraux. Pour d'autres, le récit soulève une interrogation sur la dépendance. Que se passe-t-il lorsque des biens essentiels deviennent des leviers externes, soumis à des décisions prises ailleurs? Inversement, que change la capacité à sécuriser une partie de ces chaînes localement? Ces questions ne concernent pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, elles traversent des sociétés très différentes, dès lors que les marchés mondiaux deviennent plus instables. Enfin, il y a une dimension plus personnelle. Le projet rappelle que des transformations systémiques commencent souvent par des secteurs jugés ordinaires. Il suggère que le pouvoir ne se manifeste pas toujours par des ruptures spectaculaires, mais par une accumulation de choix cohérents. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adopter un modèle, mais d'identifier où se situent dans son propre contexte les marges d'autonomie encore disponibles. À ce stade, la question centrale n'est plus l'intention, mais l'exécution dans la durée. La feuille de route esquissée par les autorités repose sur une séquence en plusieurs étapes, chacune associée à des critères mesurables. La première consiste à consolider les acquis productifs sans accélération excessive. Il s'agit de stabiliser les rendements, de maintenir les coûts sous contrôle et d'éviter une surexploitation des ressources hydriques, condition indispensable à la crédibilité du modèle. La deuxième étape vise la diversification. Même sous Ibrahim Traoré, les documents de planification insistent sur l'intégration progressive d'autres filières agricoles et de capacités de transformation locale, lait et double. Réduire le risque lié à une culture dominante et capter davantage de valeur ajoutée sur le territoire. Cet implique des investissements ciblés dans la formation, le stockage et la logistique, avec des indicateurs précis de performance. Une troisième dimension concerne la gouvernance. La viabilité du projet dépend de la capacité à maintenir un équilibre entre coordination nationale et autonomie locale. Les coopératives doivent conserver une marge de décision opérationnelle, tandis que l'État joue un rôle d'arbitre et de garant des règles. Des mécanismes de suivi environnemental et social sont intégrés pour anticiper les tensions plutôt que les corriger a posteriori. Enfin, la dimension externe reste déterminante. La stratégie suppose une lecture fine des réactions internationales et une capacité d'ajustement rapide. Partenariats, normes et financements doivent être négociés sans compromettre les objectifs initiaux. Sous Ibrahim Traoré, cette feuille de route ne se présente pas comme un plan figé, mais comme un cadre évolutif. Sa solidité se mesurera moins à sa conformité théorique qu'à sa capacité à absorber les chocs à venir. Dans plusieurs villages évoqués au début de ce récit, les canaux d'irrigation et les parcelles ordonnées sont devenus des repères familiers. Ce ne sont plus seulement des infrastructures, mais des symboles concrets d'un choix collectif. Le projet, souvent à des chiffres et à des débats de géopolitique, se reflète désormais dans des gestes les simples: planter, entretenir, récolter, transmettre. Ce retour au terrain donne une autre lecture de la trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré. Le rappel narratif est essentiel. Ce qui avait commencé comme une réponse à la vulnérabilité s'est transformé en affirmation de capacité. Les chants ne racontent pas une rupture brutale, mais une continuité patiente, construite saison après saison. Pour beaucoup, cette évolution a modifié la perception de la Terre, non plus comme une contrainte à fuir,
mais comme un capital à protéger et à organiser. L'émotion tient moins à l'ampleur du projet qu'à sa signification. Il suggère qu'une nation peut redéfinir sa place sans imiter des modèles extérieurs, en partant de ses ressources propres. Cette idée, simple en apparence, a trouvé un écho bien au-delà des frontières nationales. La phrase qui revient le plus souvent n'évoque ni les marchés ni les sanctions, mais la dignité. Ce rappel referme la boucle ouverte au début. Le pouvoir ne s'est pas imposé par la force. Il a poussé lentement, enraciné dans le sol. La conclusion de cette séquence n'appelle ni célébration ni rejet instinctif. Elle invite plutôt à une réflexion plus large sur la forme que prend le pouvoir dans un monde marqué par l'incertitude. Ce cas montre que l'influence ne se limite plus aux monnaies, aux armes ou aux technologies de pointe. Elle peut émerger de secteurs longtemps considérés comme secondaires, dès lors qu'ils touchent à ce qui soutient la vie quotidienne. Pour le public, l'enjeu n'est pas de juger un pays ou un dirigeant, mais d'interroger les hypothèses souvent tenues pour acquises. Que signifie la souveraineté lorsque les chaînes d'approvisionnement deviennent fragiles? Jusqu'où la dépendance économique façonne-t-elle les choix politiques? Et quelle marge de manœuvre subsiste pour ceux qui décident de structurer leurs ressources autrement? Sous Ibrahim Traoré, cette trajectoire a ouvert un débat qui dépasse largement l'Afrique de l'Ouest. Elle pose une question inconfortable mais essentielle. Si le pouvoir change de forme, sommes-nous prêts à le reconnaître lorsqu'il ne ressemble pas à ce que nous attendions? La réponse n'est pas définitive. Elle se construit dans l'observation, l'échange et la capacité à repenser les modèles établis.